Avez-vous déjà levé les yeux vers un avion à réaction rampant dans le ciel et pensé « Pourquoi volons-nous encore aussi lentement ?» En 1976, le Concorde a franchi la barrière de la vitesse passager à Mach 2. Mais au lieu que ce moment marque le début d'une ère de voyage toujours plus rapide, nous avons en fait un léger pas en arrière. Les avions commerciaux d'aujourd'hui volent à Mach 0,75-0,78, légèrement plus lentement que les avions comme le Boeing 707 qui volait à Mach 0,8 dans les années 1960, car les compagnies aériennes et les fabricants privilégient souvent maintenant l'efficacité énergétique à la vitesse. Le rêve supersonique est mort en flammes sur une piste à Paris en 2000. 113 personnes ne sont jamais rentrées chez elles. 3 ans plus tard, le dernier Concorde a atterri et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Pour la première fois dans l'histoire humaine, notre vitesse maximale de voyage passager commercial a reculé. Mais si je vous disais que le rêve n'est en réalité jamais mort, il est juste passé sous terre, attendant que la technologie rattrape nos ambitions. Voici l'histoire de la façon dont Boom Supersonic vise à franchir à nouveau la barrière du son, sans briser les tympans ni l'environnement. Lorsque le Concorde a été conçu dans les années 1960, les ingénieurs ont fait face à une trilemme impossible. Ils avaient besoin d'un avion rapide, silencieux et efficace. Ils ne pouvaient en choisir que 2. Ils ont opté pour la vitesse et l'efficacité relative, se contentant d'un appareil qui produisait des bangs supersoniques si gênants que le Concorde a été interdit de vol supersonique au-dessus de la plupart des terres. L'économie n'a jamais été viable. Chaque Concorde consommait du carburant à un rythme effréné, plus de 21 000 litres par heure, tout en transportant seulement une centaine de passagers entassés. À titre de comparaison, un A350-900 brûle 9100 litres de carburant par heure, bien qu'il ait été conçu de nombreuses années plus tard. Mais la physique n'a pas changé. Alors, pourquoi Boom pense-t-elle pouvoir réussir le vol supersonique aujourd'hui ? La réponse commence avec un homme contemplant une exposition de musée. En 2007, Blake Scholl, passionné d'aviation et ancien cadre d'Amazon, visite le Museum of Flight à Seattle où il aperçoit un Concorde à la retraite, l'avion de ligne supersonique cloué au sol depuis 2003. Debout devant l'appareil, Scholl est frappé par le fait que le transport civil supersonique ait disparu de l'histoire, sans alternative plus rapide pour le remplacer. Frustré par cette stagnation, Scholl, qui obtiendra son brevet de pilote l'année suivante, décide de relancer le voyage supersonique. 7 ans plus tard, en 2014, Scholl fonde Boom Supersonic dans un sous-sol à Denver avec une promesse qui semble impossible, offrir les avantages du voyage supersonique sans les inconvénients qui ont condamné Concorde. Mais promettre est facile. Construire un avion révolutionnaire, c'est difficile. Demandez donc aux innombrables startups du supersonique qui sont apparues et disparues ces 20 dernières années. Aerion, Spike, Hypermac, SAI. Toutes ont promis un voyage supersonique révolutionnaire. Aucune n'a livré le moindre appareil volant. Alors, qu'est-ce qui différencie Boom ? Alors que d'autres perfectionnaient des rendus, Boom construisait de véritables avions. En octobre 2020, ils ont présenté le XB1, surnommé Baby Boom, un démonstrateur à l'échelle, un tiers conçu pour valider leur technologie supersonique de base. Mesurant 18,89 mètres de long, 62 pieds, et équipé de 3 moteurs General Electric J85, ce prototype élancé en forme de flèche n'avait qu'un but, prouver que l'aérodynamisme supersonique de Boom n'était pas qu'une théorie. Les experts en aviation étaient sceptiques. Beaucoup prédisaient que le XB1 ne volerait jamais. Ils avaient tort. Le 28 janvier 2025, le XB1 a pris son envol au-dessus du désert de Mojave et a franchi le mur du son, atteignant Mach 1,12. Lors d'un vol ultérieur le 10 février 2025, il a atteint Mach 1,18, soit environ 1223 km/h. Le programme d'essai a validé plusieurs technologies cruciales. Premièrement, les modèles de dynamique des fluides numériques de Boom ont prédit avec précision les performances aérodynamiques réelles, une énorme validation de leur approche de conception. Deuxièmement, la structure en matériaux composites carbone a parfaitement supporté les contraintes du vol supersonique. Mais surtout, le XB1 a démontré le vol supersonique sans bang.
une technique utilisant la réfraction atmosphérique pour rediriger les ondes de choc vers le haut, empêchant les bangs soniques audibles au sol. Cela pourrait potentiellement contribuer à résoudre le casse-tête réglementaire qui a cantonné le Concorde principalement au vol transocéanique. Réfléchissez-y un instant. La principale raison pour laquelle le voyage supersonique n'est pas généralisé n'est pas la technologie, mais la réglementation. Le vol supersonique au-dessus des terres est interdit aux États-Unis depuis 1973. Si Boom prouve que ces avions peuvent voler en supersonique, sans que le bang n'atteigne le sol, cela renforce leur dossier. Mais les évolutions réglementaires prendront probablement des années, le programme X-59 de la NASA recueillant également des données cruciales sur le vol sans bang pour soutenir d'éventuelles réformes. Mais concevoir des démonstrateurs est une chose, la production d'avions en série en est une autre, bien plus complexe. L'ouverture grandeur nature n'est pas simplement un XB1 plus grand, c'est un défi complètement différent. Avec ses 61,2 mètres de long, 201 pieds et une envergure de 32,3 mètres, 106 pieds, Overture transportera entre 64 et 80 passagers à des vitesses de Mach 1,7, soit environ 120 mph. Ce n'est pas tout à fait le Mach 2 du Concorde, mais c'est tout de même 2 fois plus rapide que les avions de ligne classiques. L'autonomie, 7900 km, suffisant pour relier des grandes villes telles que New York à Londres, Tokyo à Seattle ou encore New York à Paris. Mais là où cela devient intéressant, c'est qu'Overture est conçu dès le départ pour fonctionner avec 100% de carburant d'aviation durable SSAF. Contrairement au carburant aviation classique d'origine pétrolière, le SAF est produit à partir de ressources renouvelables comme l'huile de cuisson usagée, les résidus agricoles ou même le dioxyde de carbone capturé. Lorsqu'il est brûlé, le SAF libère du carbone déjà présent dans le cycle atmosphérique, au lieu d'introduire du nouveau carbone issu de sources fossiles. Le résultat, des émissions de carbone réduites jusqu'à 80% sur l'ensemble du cycle de vie. Mais le SAF seul ne suffit pas à rendre le vol supersonique durable. Boom devait résoudre le plus grand problème qui a nui au Concorde, des moteurs inefficaces. Le Concorde utilisait des post-combustion, injectant essentiellement du carburant brut dans les gaz d'échappement pour générer la poussée nécessaire au vol supersonique. C'était comme conduire une voiture avec l'accélérateur enfoncé en permanence. Extrêmement inefficace. L'approche de Boom? Quelque chose de totalement nouveau. Voici où Boom a rencontré son plus grand défi. Un défi qui menace encore l'ensemble du programme. Au départ, il s'était associé à Rolls-Royce pour développer les moteurs de l'Overture. Mais en 2022, Rolls-Royce s'est retiré. Tous les autres grands fabricants de moteurs aussi. GE, Pratt & Whitney, Safran, aucun ne voulait développer un nouveau moteur supersonique. Pourquoi ? Parce que développer un nouveau moteur demande des milliards de dollars et une dizaine d'années de travail. Le marché supersonique n'était tout simplement pas assez important pour justifier un tel investissement. Alors Boom a fait une annonce choc. Ils allaient développer leur propre moteur. Appelé Symphony, ce turboréacteur à double flux moyen produira 35 000 livres de poussée sans post-combustion, une exigence essentielle pour l'efficacité et la réduction du bruit. Pour le concevoir, Boom s'est associé à Florida Turbine Technologies, Standard Aero et GE Additive. Les experts du secteur ont été stupéfaits. Aucun avion commercial couronné de succès n'a jamais été lancé avec un moteur feuille blanche issu d'un fabricant non établi. Cela ne se fait tout simplement pas. Pour vous donner une idée, même Boeing et Airbus, avec des revenus annuels combinés de plus de 150 milliards de dollars, ne construisent pas leur propre moteur. Ils laissent pratiquer cela à des spécialistes comme GE, Rolls-Royce et Pratt & Whitney. La valorisation totale de Boom tourne autour de 2 milliards de dollars. Le moteur Symphony est soit l'initiative la plus audacieuse de l'aviation moderne, soit une erreur fatale. Il n'y a pas de juste milieu. Si Symphony échoue, Overture échoue. C'est aussi simple que cela. Mais admettons que Boom réussisse ce miracle d'ingénierie. Que se passe-t-il ensuite ? Fin 2022, Boom a annoncé la construction d'une usine de fabrication ultra-moderne à Greensboro, en Caroline du Nord, l'Overture Super Factory.
S'étendant sur 65 acres, cette installation est conçue pour produire jusqu'à 33 avions par an à pleine capacité, avec la possibilité de doubler ce chiffre si la demande le nécessite. La construction a débuté en 2023 et l'usine devrait être opérationnelle d'ici la fin de 2025, juste à temps pour la première découpe de métal prévue pour Overture. C'est là que la chaîne d'approvisionnement intégrée de Boom entre en jeu. Les ailes d'Espagne, le fuselage d'Italie, l'assemblage de la queue d'un autre fournisseur encore, l'avionique de France. Tous convergent en Caroline du Nord pour créer quelque chose de plus grand que la somme de ses parties. Mais voici une question qui mérite réflexion. Qui va acheter ces jets supersoniques? Souvenez-vous que le Concorde n'a été vendu qu'à 2 compagnies aériennes, British Airways et Air France, et que toutes deux y ont été essentiellement contraintes par leur gouvernement. Boom affirme avoir tiré les leçons de cet échec. Plutôt que de créer un produit de niche ultra luxe avec des coûts d'exploitation exorbitants, il positionne l'Overture comme une option premium mais financièrement viable pour les compagnies aériennes. Jusqu'à présent, il semble réussir là où le Concorde a échoué. American Airlines a commandé 20 appareils avec des options pour 40 supplémentaires. United Airlines en a commandé 15 avec des options pour 35 de plus. Japan Airlines s'est engagé sur 20 appareils. Cela représente jusqu'à 130 commandes potentielles, bien plus que les 14 Concorde qui ont été mises en service commercial. Mais ce ne sont pas des commandes fermes, avec des acomptes non remboursables. Il s'agit plutôt de réservations assorties de modestes avances de paiement. Si Overture subit des retards importants ou n'atteint pas les objectifs de performance, ces commandes pourraient disparaître du jour au lendemain. Et même si Boom tient ses promesses, la viabilité économique demeure difficile. Les tarifs des billets seront inévitablement plus élevés que ceux de la classe affaires traditionnelle, peut-être 5 000 à 7 000 $ pour une traversée transatlantique. Cela limite le marché potentiel aux voyageurs d'affaires dont le temps est extrêmement précieux, et aux voyageurs de loisirs fortunés prêts à payer plus cher pour l'expérience et le gain de temps. Mais il existe un autre client potentiel qui pourrait complètement changer la donne. En 2021, Boom a annoncé un partenariat stratégique avec Northrop Grumman pour développer une variante spéciale de l'Overture destinée au gouvernement américain et à ses alliés. Pourquoi l'armée s'intéresserait-elle à un avion de ligne supersonique? La réponse? Pour de nombreuses raisons. Réagir rapidement en cas de crise internationale, déployer rapidement des équipes d'opérations spéciales, effectuer des évacuations médicales, transporter des hôtes responsables, mise en place de plateformes pour le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. L'US Air Force a déjà attribué à Boom un contrat de 60 millions de dollars pour étudier les applications militaires potentielles. Ce n'est pas une simple broutille, c'est une validation de la part du client aéronautique le plus sophistiqué du monde. Les contrats militaires pourraient offrir à Boom une source de revenus stable pendant qu'ils perfectionnent leurs opérations commerciales. C'est un chemin bien connu des entreprises aérospatiales commerciales de Boeing à SpaceX. Mais cela représente aussi un virage important par rapport à la vision initiale de Boom, qui voulait démocratiser le voyage supersonique. Peuvent-ils servir efficacement ces 2 mètres, Patrick? Supposons que Boom surmonte les défis techniques. Il reste encore l'obstacle réglementaire. Aucun nouvel avion commercial supersonique n'a été certifié depuis plus de 50 ans. Le règlement, littéralement, n'existe pas pour la certification supersonique moderne. La FAA et l'EASA travaillent à établir des critères, mais les progrès sont lents. Chaque aspect de l'Overture, de son aérodynamique non conventionnelle à son nouveau système de propulsion, sera soumis à un contrôle sans précédent. Il y a ensuite l'interdiction du supersonique au-dessus des terres. Même si Boom prouve que sa technologie de croisière silencieuse fonctionne, modifier la réglementation prend du temps, souvent des années, voire des décennies. L'avion de recherche sur le supersonique silencieux X-59 de la NASA, actuellement en phase de test, vise à fournir des données susceptibles d'aider à mettre à jour ces réglementations. Mais rien ne garantit que les résultats favoriseront le vol commercial supersonique. Cette incertitude réglementaire ajoute une couche supplémentaire de risque à un programme déjà difficile. La chronologie officielle de Boom prévoit première présentation de l'Overture, 2025, premier vol, 2026,
Mise en service 2029. C'est ambitieux pour un programme de développement d'avions conventionnels. Pour un avion supersonique conçu à partir de zéro avec un moteur inédit, cela tient presque de l'impossible. À titre de comparaison, le Boeing 787, un avion subsonique utilisant une technologie conventionnelle, a mis 8 ans entre le lancement du programme et la mise en service, et ce, avec les ressources et l'expérience considérable de Boeing. Un calendrier plus réaliste serait peut-être premier vol 2028-2029, mise en service 2032-2033. Et cela suppose l'absence de revers techniques majeurs. Mais le calendrier ne dépend pas uniquement des défis techniques, il s'agit aussi d'argent. Les programmes aérospatiaux sont réputés pour brûler des liquidités. Boom a levé environ 800 millions de dollars à ce jour, une somme impressionnante pour une start-up, mais loin d'être suffisante pour mettre Overture sur le marché. Les experts du secteur estiment que le coût total de développement pourrait atteindre 8 à 10 milliards de dollars avant le premier vol générateur de revenus. Cela signifie que Boom doit lever encore 7 à 9 milliards de dollars dans les prochaines années. D'où viendra cet argent ? Le capital risque traditionnel n'est pas adapté à des cycles de développement de 10 ans avec des résultats incertains. Les financements publics sont limités. Les investisseurs stratégiques, comme les compagnies aériennes, sont déjà engagés via des précommandes. Il reste alors le financement par endettement, les marchés publics ou une acquisition par une entreprise, aucune de ces options n'étant garantie dans le contexte économique actuel. La dure réalité, c'est que la plupart des startups aérospatiales échouent non à cause de défis techniques, mais parce qu'elles manquent de fait ou manquent de fonds. Avant de générer des revenus, Boom est engagé dans une course contre cette horloge financière. Chaque retard augmente les coûts. Chaque contretemps met à l'épreuve la patience des investisseurs. Malgré ces défis, quelque chose de remarquable se passe à Denver. Boom construit réellement du matériel. Ils embauchent des ingénieurs aérospatiaux, expérimentés, pas seulement des spécialistes du marketing. Ils effectuent de vrais tests, pas seulement des rendus. Dans une industrie réputée pour ses vaporware, Boom fait voler des avions réels plus vite que le son. Si, et cela reste un énorme si, ils réussissent, les implications iraient bien au-delà de la vitesse accrue des vols. Overture représente une remise en question fondamentale de l'aéronautique commerciale. Structure primaire en composite de carbone optimisé pour les vols supersoniques à haute température, carburant d'aviation durable comme norme et non comme exception, technique de conception et de fabrication numérique susceptible de révolutionner la production aéronautique, système de vision en réalité augmentée, éliminant le besoin de nez mobiles. Ces innovations pourraient influencer toute l'industrie même si Overture ne vole jamais. Mais ne vous y trompez pas, les chances des competitors sont contre Boom. L'histoire est jonchée de projets aérospatiaux ambitieux qui ont échoué malgré un brillant génie technique et un financement substantiel. Pourtant, c'était également vrai pour les fusées réutilisables jusqu'à ce que SpaceX les banalise. C'était vrai pour les voitures électriques jusqu'à ce que Tesla prouve leur viabilité. Parfois, l'impossible prend simplement plus de temps. L'indicateur le plus révélateur est peut-être que les concurrents de Boom observent de près. À part le X-59 de la NASA, il y a Hermus qui développe un avion hypersonique Mach 5. Il y a Venus Aerospace qui travaille sur un avion spatial censé atteindre Mach 9. De nouveaux venus comme Destinus explorent bien le vol hypersonique à hydrogène. La course à la vitesse s'accélère, ironiquement, après des décennies de stagnation. Verra-t-on des passagers à bord d'Overture d'ici 2029, comme le promet Boom? Probablement pas. D'ici 2035? Peut-être. Mais quoi qu'il arrive, ce premier vol de passagers supersoniques de la nouvelle ère marquera un moment décisif dans l'histoire de l'aviation. Le jour où nous avons cessé de croire que le futur devait être plus lent que le passé. Levez les yeux vers ce jet qui rampe aujourd'hui dans le ciel et sachez ceci. Un jour prochain, vous clignerez des yeux et il aura déjà disparu.